Il hérita de l'empire le plus grand que l'Europe occidentale eût connu depuis la chute de Rome. Un empire que son père avait construit à la force de l'épée pendant 46 ans de guerre ininterrompue. Un empire qui s'étendait des côtes de l'Atlantique aux plaines de la Hongrie, des fjords danois aux montagnes de l'Espagne du Nord. Il reçut cet empire intact, puissant, respecté par tous ses voisins et redouté par ses ennemis. Son père avait été couronné empereur par le pape lui-même. Ses généraux n'avaient jamais perdu une bataille décisive. Son administration était la plus sophistiquée d'Europe depuis des siècles. Et cet homme, ce fils qui avait tout reçu, réussit l'exploit extraordinaire de se faire déposer par ses propres fils, pas une fois, mais 2 fois. Il fut humilié publiquement devant l'armée qu'il commandait, dépouillé de ses insignes impériaux, contraint de faire pénitence en chemise de pénitent devant des évêques qui lisaient à voix haute la liste de ses péchés. Il vit son empire se déchirer dans des guerres civiles à répétition, ses fils se combattre entre eux et contre lui, ses fidèles l'abandonner au moment le plus critique, et son héritage se fragmenter en plusieurs morceaux qui ne se recollèrent jamais vraiment. Et pourtant, cet homme n'était pas un imbécile. Il n'était pas faible au sens ordinaire du terme. Il était intelligent, sincèrement cultivé, profondément religieux dans un sens qui n'était pas de la façade, capable d'une générosité et d'une clémence remarquables. Il avait des convictions politiques et religieuses cohérentes qu'il appliqua avec une détermination constante. Il réforma l'Église avec une efficacité que ses contemporains reconnurent. Il gouverna pendant 26 ans un empire immense sans le perdre entièrement. Mais il commit des erreurs d'un type particulier, des erreurs qui ne venaient pas de la stupidité ou de la lâcheté, mais de quelque chose de plus intéressant et de plus difficile à nommer, une incapacité fondamentale à comprendre que les principes moraux et les réalités politiques obéissent à des logiques différentes, et que confondre les deux peut détruire même les hommes les mieux intentionnés. Il s'appelait Louis, fils de Charlemagne. L'histoire le connaît sous le nom de Louis le Pieux. Et son histoire est une des plus fascinantes, des plus tragiques et des plus instructives de tout le Moyen-Âge. Commençons par comprendre dans quel monde naquit Louis, parce que ce contexte est absolument essentiel pour comprendre sa vie. Louis naquit en 778, la même année que le désastre de Roncevaux, ce défilé des Pyrénées où l'arrière-garde de l'armée de son père fut massacrée par des montagnards basques dans un épisode que Charlemagne fit ensuite effacer soigneusement des chroniques officielles. Louis était le 3e fils de Charlemagne et de sa femme Hildegarde, la femme qu'on considère généralement comme la préférée de l'empereur. Il avait 2 frères aînés, Charles le Jeune et Pépin, et derrière lui venait encore un autre frère, Lothaire, mort en bas âge. La cour de Charlemagne était un endroit extraordinaire pour grandir. C'était à la fois un camp militaire permanent, un centre administratif d'une complexité croissante, et une académie intellectuelle où les plus grands esprits d'Europe débattaient de théologie, de philosophie, de grammaire et d'astronomie. Alcuin d'York, le plus grand savant du temps, enseignait dans cette cour. Paul Diacre y avait travaillé. Théodule d'Orléans y composait des poèmes. Charlemagne lui-même participait aux discussions avec une curiosité intellectuelle que ses contemporains décrivaient avec admiration. Louis grandit dans cet environnement. Il reçut une éducation soignée, apprit le latin avec une aisance que ses frères n'avaient pas tous, lut les pères de l'Église avec une attention sincère et développa très tôt une sensibilité religieuse qui allait définir toute sa personnalité adulte. Il aimait les textes sacrés, les liturgies, les débats théologiques. Il aimait les moines et les clercs avec lesquels il pouvait discuter de questions spirituelles. Il appréciait la rigueur intellectuelle et morale que le christianisme de son époque exigeait de ses fidèles. Mais Louis avait aussi un autre héritage, celui que Charlemagne lui légua directement et pratiquement. À 3 ans, il fut désigné roi d'Aquitaine. À 3 ans. C'était évidemment une fonction symbolique à cet âge, exercée en son nom par des régents et des tuteurs nommés par Charlemagne. Mais cette désignation précoce signifiait que Louis grandit en sachant qu'il était roi, qu'il était destiné à gouverner, et qu'Aquitaine était son royaume. Ce royaume méridional, qui correspondait approximativement au sud-ouest de la France actuelle, était un territoire récemment pacifié, encore marqué par des décennies de résistance contre les Francs et par la proximité de l'Espagne musulmane. Louis s'y installa progressivement, d'abord sous tutelle, puis de façon de plus en plus autonome,
et il gouverna l'Aquitaine depuis ses années de jeunesse jusqu'à l'avènement de son père en 814. Il y passa 36 ans, soit la majeure partie de sa vie avant de devenir empereur. L'Aquitaine le forma, lui donna ses premières expériences de gouvernement, ses premières victoires militaires en Espagne, et surtout lui permit de développer une culture politique distincte de celle de la cour impériale du Nord. Quand Louis arriva au gouvernement de l'Aquitaine avec suffisamment d'autorité pour imposer ses propres orientations, ce qu'il fit fut révélateur de ce qu'il allait être comme empereur. Il réforma les monastères. Il imposa la règle de Saint-Benoît dans les établissements monastiques qui s'en étaient écartés. Il nettoya la cour des femmes et des jongleurs et des éléments jugés trop profanes par les réformateurs religieux de l'époque. Il promut des clercs réformateurs à des postes importants. Il protégea l'Église et ses biens avec une rigueur que les évêques et les abbés appréciaient sincèrement. Ce programme réformateur, appliqué d'abord à l'Aquitaine, il allait l'étendre à l'Empire entier, dès qu'il en aurait les moyens. C'était sa vision de ce qu'un bon souverain chrétien devait faire: réformer l'Église, purifier les mœurs, imposer une discipline morale et religieuse qui ferait du royaume franc un véritable royaume de Dieu sur la terre. Cette vision était sincère, cohérente et dans un sens admirable. Elle était aussi, politiquement, une source de problèmes considérables. La mort de Charlemagne en janvier 814 fut précédée par une décision qui mérite attention. En 813, sentant sa fin proche, Charlemagne convoqua une grande assemblée à Aix-la-Chapelle et fit couronner Louis co-empereur de sa propre main. Il posa lui-même la couronne sur la tête de son fils. Le pape n'était pas présent. Cette absence n'était pas un accident. Charlemagne avait passé les dernières années de son règne à soigneusement manœuvrer pour que la légitimité de la couronne impériale semblât venir de l'empereur et du peuple franc, pas de Rome. Il transmit à Louis un empire dont l'autorité ne dépendait pas du pape. Louis allait rapidement changer cela. C'est l'un des paradoxes fondamentaux de son règne. En 816, le pape Étienne IV franchit les Alpes pour rencontrer Louis à Reims. Et Louis se fit sacrer une deuxième fois, cette fois par le pape en personne. Ce sacre papal de 816 était exactement ce que Charlemagne avait cherché à éviter en couronnant Louis lui-même en 813 sans intervention pontificale. En acceptant un deuxième couronnement par le pape, Louis signalait qu'il acceptait, au moins implicitement, le principe que la légitimité impériale passait par Rome. Pourquoi Louis fit-il cela? Sa piété sincère y était pour quelque chose. Sa relation avec les évêques réformateurs qui l'entouraient y contribuait aussi. Ces hommes, notamment Benoît d'Aniane, le grand réformateur monastique, et plus tard Agobard de Lyon et Wallah de Corbie, avaient une conception de l'empire chrétien dans laquelle l'autorité religieuse et l'autorité temporelle étaient étroitement liées, où le bon empereur devait agir en coordination avec l'Église et sous sa guidance spirituelle. Louis partageait cette vision. Il allait la mettre en pratique avec des conséquences qui auraient peut-être tempéré son enthousiasme s'il avait pu les anticiper. La première grande décision de son règne fut une décision de justice et d'ordre intérieur qui illustre parfaitement ses qualités et ses limites. Son père Charlemagne avait laissé, à côté de ses fils légitimes, plusieurs enfants illégitimes dotés de positions importantes. Ses neveux, ses cousins, des hommes de la famille qui avaient reçu des terres, des titres et du pouvoir. Louis décida très rapidement de consolider son autorité en écartant tous ses parents potentiellement rivaux. Ses neveux, les fils de son frère Pépin mort prématurément, furent tonsurés et envoyés dans des monastères. Un cousin fut accusé d'avoir participé à un complot et fut aveuglé. D'autres parents masculins furent de la même façon neutralisés, certains par la tonsure, certains par la déportation dans des monastères éloignés, certains par des accusations de trahison qui étaient peut-être fondées et peut-être fabriquées. Louis agit vite, décisivement, et sans beaucoup de scrupules apparents dans ses premières années de son règne. Ce comportement contredit l'image habituelle de Louis comme un homme trop doux pour gouverner efficacement. Dans ses premières années, il fut au contraire remarquablement efficace pour consolider son pouvoir. Il était pieux, certes, mais il savait aussi que la piété seule ne gouvernait pas un empire et que les rivaux potentiels devaient être neutralisés.
La grande réforme monastique qu'il entreprit avec Benoît d'Aniane à partir de 816 et 817 fut l'une des entreprises les plus ambitieuses de tout son règne. Benoît d'Aniane, un noble wisigoth qui avait renoncé à la vie séculière pour se faire moine, était convaincu que la règle bénédictine devait être appliquée uniformément dans tous les monastères de l'Empire, que les variations locales et les accommodements régionaux qui avaient proliféré sous Charlemagne devaient être éliminés, et qu'un empire chrétien digne de ce nom devait avoir une vie monastique régie par un standard unique et rigoureux. Louis partageait entièrement cette conviction. En 817, il réunit à Aix-la-Chapelle la plus grande assemblée monastique que le monde franc eût connue. Des abbés et des représentants monastiques de tout l'Empire y participèrent. On y produisit 2 documents qui allaient réformer la vie religieuse carolingienne. La Regula Benedicti, rappel et précision de la règle bénédictine, et la Regula Canonicorum, règle pour les chanoines vivant en communauté sans être strictement moines. Ces textes furent envoyés dans tous les monastères de l'Empire, avec l'instruction de les appliquer immédiatement et complètement. C'était une réforme admirable dans ses intentions et considérable dans son ambition. Elle renforça la qualité de la vie religieuse dans de nombreux établissements qui s'étaient relâchés. Elle créa un standard commun qui facilita les échanges intellectuels et spirituels entre monastères éloignés. Elle représentait une vision cohérente de ce que devait être l'Empire chrétien. Elle eut aussi pour effet de mettre le dos à beaucoup d'abbés et de religieux qui trouvaient les nouvelles règles trop strictes, trop uniformes, trop peu respectueuses des traditions locales. Ces mécontents n'allaient pas disparaître. Ils allaient nourrir, dans les années suivantes, une opposition à Louis qui prendrait des formes de plus en plus politiques. En 817, la même année que la grande réforme monastique, Louis fit quelque chose qui allait avoir des conséquences considérables pour le reste de son règne. Il promulgua l'Ordinatio Imperii. L'Ordinatio Imperii était un document de succession soigneusement préparé, qui visait à résoudre le problème qui avait déchiré l'Empire carolingien à chaque génération depuis des décennies, la question du partage du pouvoir entre les héritiers. La tradition franque exigeait que le patrimoine fût divisé également entre les fils. Cette règle, parfaitement appropriée pour les propriétés foncières privées, était catastrophique pour un empire qu'on voulait maintenir uni et fort. Louis avait 3 fils de son premier mariage avec Ermengarde d'Ébet, Lothaire, Pépin et Louis. L'Ordinatio Imperii désignait Lothaire comme héritier principal et co-empereur, chargé de maintenir l'unité de l'Empire. Pépin recevait l'Aquitaine, Louis recevait la Bavière. Les 2 cadets auraient leur royaume propre, mais sous l'autorité suzeraine de Lothaire qui serait empereur. L'unité de l'Empire était préservée. La tradition de récompenser tous les fils était respectée. L'élégance de la solution était réelle. Le document contenait aussi une clause remarquable. Si Louis venait à mourir pendant que ses fils étaient encore mineurs, les grands du royaume et les évêques administreraient l'Empire en attendant que les fils soient en âge de gouverner. C'était reconnaître formellement que l'Empire n'appartenait pas uniquement à la famille carolingienne, mais qu'il avait une existence institutionnelle propre. C'était en germe une conception proto-constitutionnelle du pouvoir impérial qui était en avance sur son temps. Mais l'Ordinatio Imperii reposait sur une hypothèse qui allait se révéler fausse, que Louis n'aurait pas d'autres fils qui réclameraient leur part. En 818, la première femme de Louis, Ermengarde, mourut. Et l'année suivante, en 819, Louis se remaria avec une jeune femme nommée Judith, fille du comte Welf de Bavière. Judith était remarquable. Les sources carolingiennes, qui pour la plupart lui sont hostiles parce qu'elles furent écrites par des clercs liés à ses ennemis, la décrivent malgré elle comme une femme d'une intelligence et d'une énergie exceptionnelles. Elle était belle, cultivée, capable de discuter de politique et de théologie avec les conseillers de son mari, et totalement dévouée à la protection des intérêts de ses enfants à venir. Elle allait devenir l'une des figures les plus controversées de tout le règne de Louis, et comprendre son rôle est absolument indispensable pour comprendre ce qui se passa ensuite. En 823, Judith donna naissance à un fils. Ce fils reçut le nom de Charles, en hommage à son grand-père Charlemagne. Il allait devenir Charles le Chauve, l'un des souverains les plus importants de la 2e génération carolingienne.
Mais en 823, il était simplement le quatrième fils de Louis, né après que le plan de succession avait été arrêté, né dans un empire dont l'ordinatio imperii avait déjà distribué toutes les parts. Ce que Louis et Judith allaient faire pour assurer une part du gâteau à ce fils tardif allait déclencher la crise dynastique la plus grave de tout son règne. Mais avant d'y venir, il faut s'arrêter sur un événement de 822 qui est l'un des plus extraordinaires de toute la période carolingienne et qui révèle quelque chose d'essentiel sur la personnalité de Louis. En 817, une révolte avait éclaté en Bretagne. Louis l'avait réprimée. Puis en 818, son neveu Bernard, roi d'Italie, fils de son frère Pépin mort prématurément, s'était rebellé contre lui. Bernard avait été vaincu, capturé et condamné à mort. Louis avait ensuite commué la peine en aveuglement. Bernard, rendu aveugle dans des conditions dont la brutalité fit horreur même à ses contemporains, mourut 2 jours après l'exécution de sa peine. La mort de Bernard pesa énormément sur la conscience de Louis. Il était sincèrement religieux, sincèrement convaincu qu'il avait une responsabilité morale pour les actes commis sous son autorité, même les actes justifiés politiquement. Et en 822, lors d'une grande assemblée à Attigny, Louis fit quelque chose d'absolument stupéfiant pour un souverain carolingien. Il fit publiquement pénitence pour la mort de Bernard, pour la tonsure forcée de ses neveux et pour d'autres actes qui pesaient sur sa conscience. Cette pénitence publique était un acte de piété sincère. Elle était aussi, politiquement, d'une imprudence remarquable. Dans le monde politique médiéval, un roi qui reconnaissait publiquement ses fautes et demandait pardon pour ses décisions ne démontrait pas sa grandeur morale. Il démontrait sa faiblesse. Il donnait à tous ses ennemis, passés et futurs, la preuve qu'ils pouvaient être contraints par la pression morale à reconnaître ses torts. Il transformait sa conscience en instrument politique utilisable contre lui. Les évêques et les abbés de son entourage immédiat ne manquèrent pas de noter mentalement cette leçon. Ils y reviendraient. La décennie qui suivit la naissance de Charles en 823 fut marquée par une tentative progressive de Louis et Judith de modifier le plan de succession pour assurer une part du pouvoir à leur fils. Ces tentatives se heurtèrent à la résistance croissante des 3 fils aînés, particulièrement Lothaire, qui avait été désigné comme co-empereur et héritier principal, et qui n'avait aucune intention de voir sa position diminuer au profit d'un frère né après que ses droits avaient été formellement établis. Louis manœuvra avec une habileté certaine pendant plusieurs années. Il donna à Charles diverses attributions, des terres, des titres, des fonctions. Il essaya de convaincre ses fils aînés que la position de Charles n'empiétait pas sur les leurs. Il échoua. Il y avait aussi la question de Bernard de Septimanie. En 829, Louis nomma Bernard de Septimanie, un aristocrate puissant et brillant qui était l'un de ses meilleurs généraux, au poste de chambellan, c'est-à-dire essentiellement chef de l'administration palatine. Ce faisant, Louis plaça Bernard dans une position d'influence considérable sur le gouvernement quotidien de l'Empire. Bernard de Septimanie était aussi, selon de nombreuses sources, l'amant de la reine Judith. Ces accusations d'adultère entre Judith et Bernard sont l'un des sujets les plus débattus de l'historiographie carolingienne. Étaient-elles vraies? La plupart des historiens modernes sont sceptiques. Judith avait des ennemis puissants qui avaient toutes les raisons d'inventer ou d'amplifier des ragots compromettants. Bernard était une cible politique commode. Les accusations d'adultère royal étaient, dans le monde médiéval, une arme politique particulièrement efficace parce qu'elle touchait simultanément à la moralité personnelle du roi, à la légitimité de ses héritiers et à l'honneur de sa famille. Vraies ou fausses, ces accusations furent utilisées avec une efficacité dévastatrice. En 830, les fils aînés de Louis se rebellèrent. La révolte était soigneusement préparée et impliquait non seulement Pépin et Louis le Germanique, mais aussi une partie considérable de l'aristocratie franque qui était mécontente de l'influence de Judith et de Bernard de Septimanie sur les décisions impériales. Les rebelles s'emparèrent de Judith, la forcèrent à prendre le voile de religieuse dans un couvent, accusant ainsi symboliquement Louis de vivre maritalement avec une pécheresse, et présentèrent les accusations d'adultère comme la justification morale et religieuse de leur rébellion. Louis ne fit pas ce que Charlemagne aurait probablement fait dans cette situation. Il n'appela pas ses fidèles, ne leva pas une armée, ne marcha pas contre ses fils pour les écraser militairement. Il négocia, il céda.
Il accepta de reprendre en main Bernard de Septimanie, dont les pouvoirs furent réduits. Il accepta un réexamen de la question de succession. Il survécut à la révolte de 830 sans une vraie bataille, en acceptant des conditions qui affaiblirent sa position. Ce comportement peut s'interpréter de deux façons. On peut y voir la sagesse d'un homme qui préférait éviter une guerre civile fratricide en faisant des concessions qui préservaient l'unité de l'Empire. On peut aussi y voir le début d'un schéma dans lequel la mollesse perçue de Louis encourageait ses ennemis à pousser leurs avantages encore plus loin, à chaque fois qu'ils constataient qu'ils ne se battaient pas. Les événements de 833 allaient montrer que la deuxième interprétation était plus proche de la vérité que la première. En 833 se produisit l'événement le plus humiliant de tout le règne de Louis, l'événement que les historiens médiévaux et modernes ont appelé le chant du mensonge, et ce nom dit tout ce qu'il y a à savoir sur ce qui s'y passa. Les fils de Louis s'étaient de nouveau rebellés, cette fois avec une organisation plus systématique et une alliance encore plus large. Lothaire, qui avait initialement accepté la réconciliation de 830, était désormais à la tête de la rébellion. Il avait convaincu le pape Grégoire IV de traverser les Alpes et de venir en France, officiellement en tant que médiateur, en réalité comme symbole de la légitimité religieuse de la cause rebelle. L'idée que le pape lui-même jugeait nécessaire d'intervenir dans les affaires de l'Empire carolingien était en elle-même un commentaire éloquent sur la manière dont la position de Louis avait changé depuis les jours où son père avait couronné le pape par sa protection militaire. Louis assembla son armée sur un plateau près de Colmar, en Alsace. L'armée de ses fils était en face. Les négociations commencèrent. Et ce qui se passa pendant ces négociations fut l'une des opérations de désertion politique les plus rapides et les plus totales de toute l'histoire médiévale. Un à un, puis en groupes de plus en plus grands, les fidèles de Louis changèrent de camp. Des comtes qui avaient servi l'empereur pendant des années traversèrent les lignes pour rejoindre les fils rebelles. Des évêques qui avaient bénéficié de la protection impériale estimèrent soudain que la cause de Lothaire était plus prometteuse. Des soldats désertèrent leurs unités dans la nuit. Quand le soleil se coucha sur le plateau alsacien, Louis se retrouva pratiquement seul, abandonné de presque tout le monde, avec une poignée de fidèles qui n'avaient pas eu le cœur ou le cynisme de le quitter. C'est de cette désertion massive que vint le nom, le chant du mensonge. Le plateau sur lequel Louis avait cru avoir une armée s'était révélé ne contenir que des hommes dont les serments valaient exactement 0. Ce qui suivit fut d'une cruauté symbolique calculée. Louis fut capturé par ses fils. Judith fut envoyée en exil en Italie. Le jeune Charles fut mis à l'écart, et Lothaire organisa une cérémonie qui était, dans toutes ses dimensions, une réponse directe à la pénitence publique que Louis avait faite à Attigny en 822. Louis fut contraint de se présenter devant une assemblée d'évêques à Soissons, vêtu d'un habit de pénitent. Des accusations furent lues contre lui. Il avait violé des serments, il avait rompu la paix, il avait mal gouverné. Louis dut confesser ses fautes publiquement, les reconnaître devant les évêques, les nobles et les clercs assemblés. Il posa son épée et sa ceinture militaire sur l'autel, ces symboles physiques du pouvoir laïque, et les abandonna. Il fut dépouillé de ses insignes impériaux. Lothaire prit le titre d'empereur. Réfléchissez à ce que cela signifiait. L'empereur des Francs, fils de Charlemagne, petit-fils de Pépin le Bref qui avait fondé la légitimité carolingienne avec le sacre papal, était en chemise de pénitent devant ses évêques. C'est la scène politique la plus humiliante de tout le IXe siècle carolingien. Elle n'aurait probablement pas été possible si Louis n'avait pas lui-même établi, à Attigny en 822, que sa conscience était vulnérable à ce type de pression morale. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, et c'est là que la personnalité de Louis révèle quelque chose de vraiment surprenant. Lothaire et ses frères commirent une erreur. Ils pensaient avoir liquidé Louis, l'avoir réduit à l'impuissance totale et permanente. Ils sous-estimèrent la résilience d'un homme que tout le monde avait appris à traiter comme une quantité négligeable. Dès l'automne 833, des fractures commencèrent à apparaître dans la coalition des fils. Pépin et Louis le Germanique n'avaient jamais entièrement approuvé la façon dont Lothaire avait humilié leur père. Ils avaient leur propre royaume et leurs propres ambitions,
et un Lothaire trop puissant n'était pas davantage dans leur intérêt qu'un Louis trop puissant. Les évêques qui avaient participé à la déposition de Louis commencèrent à avoir des remords théologiques et politiques. La déposition d'un empereur sacré, d'un homme oint du Seigneur, posait des problèmes canoniques considérables que les défenseurs de l'ordre établi ne pouvaient pas ignorer indéfiniment. En 834, une assemblée se tint à Saint-Denis. Louis y fut formellement réhabilité. Sa pénitence de Soissons fut déclarée invalide, obtenue sous la contrainte et non conforme aux règles canoniques. Louis se présenta à Saint-Denis dans ses habits impériaux. Il reprit l'épée et la ceinture militaire qu'il avait déposée moins d'1 an plus tôt. Il était de nouveau empereur. La restauration de 834 est peut-être la chose la plus remarquable de tout le règne de Louis. Un homme qui avait été humilié publiquement, dépouillé de ses insignes, réduit à la condition de pénitent, retrouva son trône sans avoir levé une armée décisive, simplement parce que les circonstances politiques avaient changé et parce qu'il était encore en vie et disponible comme symbole de légitimité contre un Lothaire qui avait poussé trop loin. Lothaire fut contraint de faire amende honorable. Il se soumit publiquement à son père à Blois en 834, une soumission humiliante, qui reflétait l'image inversée de l'humiliation que Louis avait subie à Soissons. Le père qui s'était agenouillé devant ses fils put voir son fils s'agenouiller devant lui. Il n'y avait dans cette scène ni justice ni vengeance particulière. Il y avait simplement la roue de la fortune carolingienne qui avait fait un demi-tour. Ce qui est extraordinaire dans la réaction de Louis après sa restauration, c'est qu'il ne se vengea pas. Il fit preuve d'une clémence qui étonna ses contemporains, et qui continue d'étonner les historiens. Les fils qu'il avait humiliés furent pardonnés, réintégrés dans leur position, traités avec une générosité qui allait bien au-delà de ce que la prudence politique ordinaire aurait conseillé. Lothaire fut réprimandé, mais non puni. Pépin et Louis le Germanique furent réconciliés avec leur père. Cette clémence était-elle de la sagesse ou de la faiblesse? C'est la question qui hante tout le règne de Louis. Et la réponse honnête est les deux, simultanément. Elle était de la sagesse, parce que punir ses fils aurait probablement relancé les guerres civiles avec une intensité encore plus grande. Elle était de la faiblesse, parce qu'elle confirma à tous les observateurs que se rebeller contre Louis ne comportait pas de risque sérieux. Les fils savaient maintenant qu'ils pouvaient aller très loin dans la rébellion et s'en sortir indemnes. Cette connaissance nourrit les conflits qui reprirent après 834 et ne cessèrent jamais vraiment jusqu'à la mort de Louis. Parlons maintenant de Judith, parce qu'elle mérite qu'on lui rende une justice que ses contemporains lui ont largement refusée. Judith de Bavière était, dans le monde carolingien, l'archétype de la femme qui pousse son mari à favoriser injustement ses enfants au détriment de ceux d'une première femme. Cette réputation est injuste dans ce qu'elle implique de manipulation sournoise et de mauvaise foi. Ce que Judith faisait, elle le faisait ouvertement et clairement. Elle défendait les intérêts de son fils Charles. C'était précisément ce qu'on attendait d'une mère dans son monde, et elle le faisait avec une efficacité remarquable. Elle était aussi intellectuellement active à la cour de façon qui dépassait la simple défense des intérêts de son fils. Elle correspondit avec des érudits, protégea des clercs, participa aux discussions politiques avec une compétence que les sources hostiles reconnaissent malgré elle. Le poète Hermolde Le Noir lui dédia un poème. Fréculfe de Lisieux lui dédia une chronique. Ces dédicaces n'étaient pas de pure flatterie. Elle reconnaissait une femme qui était une interlocutrice intellectuelle sérieuse. Les accusations d'adultère avec Bernard de Septimanie la suivirent pendant des années, alimentées par ses ennemis politiques et amplifiées par des clercs qui voyaient dans une femme influente à la cour une menace naturelle à l'ordre qu'il voulait imposer. Elle survécut à ces accusations, fut plusieurs fois exilée dans des couvents et en ressortit, et continua à exercer son influence jusqu'à la mort de Louis en 840. L'influence de Judith sur Louis était réelle, mais elle était rarement celle d'une manipulatrice agissant contre la volonté du roi. Louis voulait assurer un avenir à Charles, Judith voulait la même chose. Ils étaient alignés sur cet objectif. La question n'était pas si Louis allait agir pour Charles, mais comment et avec quelles conséquences pour ses fils aînés. La mort de Pépin d'Aquitaine en 838 changea les données du problème de succession de façon significative. Pépin laissait des fils qui réclamaient ses territoires.
Louis décida d'ignorer ces revendications et de donner l'Aquitaine directement à Charles le Chauve. Cette décision était politiquement logique si son objectif était de doter Charles d'un territoire substantiel. Elle était politiquement explosive parce qu'elle lésait les fils de Pépin et donnait à Louis le Germanique de nouvelles raisons de s'inquiéter pour ses propres positions. Louis le Germanique se rebella en 839. Louis père dut lancer une campagne militaire contre son propre fils pour défendre sa position. La campagne fut difficile, Louis était malade, et la situation restait tendue quand, au début de l'été 840, Louis l'empereur tomba sérieusement malade sur une île du Rhin, près de Ingelheim. Il mourut le 20 juin 840, selon les sources sur une île dans le Rhin, entouré d'un petit groupe de fidèles. Sa mort fut précédée par une scène qui illustre parfaitement sa personnalité et ses tourments. Dans ces derniers jours, apprenant que son fils Louis le Germanique avait avancé jusqu'à une position dangereusement proche, il aurait demandé qu'on lui apportât un bouclier, symbole de la défense, et qu'on lui fît faire face à la direction d'où venait son fils rebelle. L'homme mourant faisait face symboliquement à l'ennemi qui était aussi son fils. Il mourut peu après, dans cet entre-deux caractéristique de toute sa vie, entre la paix qu'il cherchait et la guerre qu'il ne pouvait pas éviter. La question que les historiens se posent depuis 1200 ans sur Louis le Pieux est simple dans sa formulation et impossible dans sa réponse. Était-il trop pieux pour gouverner? La réponse courte est non. Cette formulation est trop simple et trop injuste. Louis gouverna pendant 26 ans un empire immense, de 814 à 840. Il le maintint globalement ensemble malgré les guerres civiles. Il accomplit une réforme religieuse et monastique considérable. Il négocia et géra des successions dynastiques d'une complexité vertigineuse. Il fit face à des trahisons d'une ampleur que peu de souverains médiévaux auraient survécu, et il survécut, pas indemne mais vivant et régnant, jusqu'à sa mort naturelle. Ce n'est pas le bilan d'un homme incapable de gouverner, mais il y a quelque chose dans sa gouvernance qui mérite d'être nommé plus précisément. Louis avait une conception de son rôle comme empereur chrétien qui rendait certaines décisions politiques nécessaires à sa propre logique interne, mais catastrophiques dans leur dimension pratique. Sa pénitence publique d'Attigny en 822 était, dans sa conception du monde, un acte de rectitude morale obligatoire. Un bon chrétien reconnaît ses fautes. Un bon souverain donne l'exemple de l'humilité devant Dieu. Ne pas faire cette pénitence aurait été, dans sa logique propre, une forme d'orgueil spirituel pire que les actes qu'il confessait. Il faisait ce qu'il devait faire selon les valeurs qui définissaient son identité. Le problème est que ces valeurs entraient en conflit direct avec les exigences de la gouvernance politique. Reconnaître ses fautes publiquement donnait à ses ennemis un instrument de destruction qu'ils n'auraient pas eu autrement. Pardonner ses fils après leur rébellion signalait une tolérance de la trahison qui encourageait d'autres trahisons. Permettre aux évêques de jouer un rôle actif dans les décisions politiques, parce que c'était cohérent avec sa vision d'un empire chrétien où le sacré et le temporel étaient profondément liés, créait des acteurs politiques puissants qui n'hésitèrent pas à utiliser ce pouvoir contre lui quand leurs intérêts divergèrent des siens. Louis est l'exemple parfait de ce qu'on pourrait appeler la tragédie de la cohérence. Il était cohérent. Ses convictions étaient authentiques. Il agissait conformément à ce qu'il croyait juste. Et c'est précisément cette cohérence qui le rendit vulnérable de façon si particulière. Un souverain cynique, qui utilisait la religion comme outil de légitimation sans y croire vraiment, n'aurait jamais fait la pénitence d'Attigny. Un souverain purement pragmatique n'aurait jamais accepté le deuxième sacre papal de 816, qui donna à l'Église un levier qu'elle n'hésiterait pas à utiliser. Un souverain sans scrupules moraux n'aurait jamais pardonné à ses fils de la façon dont Louis leur pardonna, encore et encore, avec une générosité qui n'était pas calculée, mais sincère. Ce n'est pas de la faiblesse au sens ordinaire du terme, c'est quelque chose de plus complexe. C'est le refus de séparer la morale de la politique dans un monde qui exigeait précisément cette séparation pour fonctionner efficacement. Il y a un autre aspect du règne de Louis qu'on évoque rarement et qui mérite attention. Son rôle dans ce qu'on pourrait appeler l'administration intellectuelle de l'Empire. Louis hérita de la Renaissance carolingienne que son père avait initiée. Il la continua et la développa, non pas en faisant venir de nouveaux géants intellectuels comme Alcuin, mort en 804,
mais en maintenant une cour qui était un centre actif de production et de conservation des textes. Sous son règne, des dizaines de manuscrits furent copiés, préservés et diffusés dans les monastères de l'Empire. Le commentaire biblique, la hagiographie, l'histoire et la poésie continuèrent à être des productions culturelles de premier plan. Deux figures intellectuelles de son règne méritent d'être mentionnées particulièrement. Rabban Maour, abbé de Fulda et plus tard archevêque de Mayence, fut l'érudit le plus productif de la génération carolingienne postérieure à Alcuin. Il écrivit des commentaires bibliques, un manuel d'éducation cléricale et une encyclopédie. Son influence sur l'éducation monastique en Allemagne fut considérable et durable. La deuxième figure est Eginhard, le biographe de Charlemagne, dont la Vita Caroli Magni est l'un des textes les plus précieux que nous ayons sur le père de Louis. Eginhard écrivit cette biographie sous Louis, avec sa permission et probablement avec son encouragement. Qu'un fils eût favorisé la rédaction d'une biographie de son père, même une biographie qui mettait indirectement en valeur l'héritage carolingien au détriment de la réputation de Louis lui-même, dit quelque chose d'intéressant sur son rapport à la vérité et à la mémoire historique. Parlons maintenant des Vikings, parce qu'on ne peut pas parler de Louis sans évoquer cette menace extérieure qui grandit tout au long de son règne et qui allait devenir catastrophique pour ses successeurs. Les premiers raids vikings avaient commencé du vivant de Charlemagne, vers 800. Charlemagne, selon les chroniques, aurait pleuré en voyant des navires vikings depuis un promontoire, prophétisant les ravages qu'ils causeraient à ses successeurs. Vrai ou apocryphe, cette anecdote reflète une réalité. Les Carolingiens n'avaient pas de marine de guerre capable de défendre leurs côtes contre des raids maritimes rapides. Sous Louis, les raids vikings s'intensifièrent. En 820, une flotte de 13 navires attaqua les côtes de Flandre et de Normandie. En 834, les Vikings attaquèrent Dorestad, la plus grande place commerciale de l'Empire carolingien, la portant à sac avec une violence qui terrorisa les marchands de toute la région. Dorestad fut de nouveau attaqué en 835, 836 et 837. Ces attaques répétées sur le même site suggèrent que les Vikings avaient parfaitement compris qu'ils pouvaient le faire sans rencontrer de résistance efficace. Louis ne fut jamais en mesure de répondre efficacement à cette menace. Les guerres civiles avec ses fils absorbaient ses ressources militaires et son attention. La structure de défense de l'Empire carolingien, fondée sur des armées terrestres de cavalerie lourde, était mal adaptée à la défense côtière contre des adversaires maritimes rapides. Louis tenta de construire des bateaux, établit quelques postes de défense côtière, mais ces mesures étaient manifestement insuffisantes. La menace viking fut l'une des principales héritages négatifs que Louis laissa à ses fils. Ses successeurs allaient devoir gérer une situation défensive de plus en plus difficile, jusqu'au point où Charles le Chauve paya une immense rançon aux Vikings pour qu'ils quittent Paris en 845, et où un autre Charles finit par donner la Normandie aux Vikings pour qu'ils cessent de piller. Il y a encore une dimension du règne de Louis qui est fondamentale et qu'on oublie souvent, son impact sur la définition de l'idée impériale en Europe. Charlemagne avait créé l'Empire carolingien essentiellement comme une entité personnelle, centrée sur sa propre personne et sur sa propre autorité. L'Empire existait parce que Charlemagne existait. Sa légitimité venait de sa force, de ses victoires, de sa capacité à imposer sa volonté à tous les acteurs de son temps. Louis essaya de transformer cet empire personnel en quelque chose de plus institutionnel, de plus défini par des règles et des procédures que par la personnalité du souverain. L'Ordinatio Imperii de 817 était une tentative de créer une règle de succession claire et publique. Les réformes religieuses et monastiques créaient des institutions ecclésiastiques plus stables et plus indépendantes de la volonté personnelle du roi. Les missi dominici, les capitulaires, les assemblées régulières, toutes ces pratiques administratives héritées de Charlemagne furent continuées et développées sous Louis dans le sens d'une institutionnalisation croissante. Cette institutionnalisation avait des conséquences paradoxales. D'un côté, elle créait des structures plus durables que le pouvoir personnel d'un seul homme. De l'autre, elle créait des acteurs institutionnels, évêques, comtes, abbés, grands du royaume, qui avaient leur propre position dans le système et qui pouvaient les utiliser comme base d'action indépendante, y compris d'action contre l'empereur. Le chant du mensonge de 833 n'aurait pas été possible si les évêques et les comtes n'avaient pas eu des positions institutionnelles suffisamment solides pour peser politiquement. Louis inventa, sans le vouloir complètement, les conditions de sa propre déposition en construisant des institutions assez fortes pour défier leur créateur. C'est peut-être son héritage le plus profond et le plus ambivalent.
Les institutions qu'il renforça survécurent à son règne, survécurent au fractionnement de l'Empire entre ses fils, survécurent même à la disparition de la dynastie carolingienne un demi-siècle plus tard. L'Église carolingienne réformée par Louis et Benoît d'Aniane devint la base de la réforme clunisienne du Xe siècle. Les pratiques administratives développées sous son règne nourrirent les monarchies féodales qui vinrent après lui. L'idée qu'un empereur chrétien avait des obligations morales et religieuses envers son peuple et envers l'Église, idée que Louis incarna avec plus de sincérité que confort personnel, devint une composante permanente de la théorie politique médiévale. Il y a une dernière chose à dire sur Louis le Pieux, et c'est peut-être la plus importante de toutes. L'histoire l'a jugé sévèrement, et en un sens, ce jugement est compréhensible. Il a laissé un empire divisé là où son père en avait laissé un unifié. Il a été humilié par ses propres fils d'une façon que nulle excuse ne peut rendre glorieuse. Il a permis des guerres civiles qui affaiblirent l'empire au moment précis où les Vikings commençaient à en ronger les côtes. Il n'a pas su prévenir le fractionnement dynastique que le traité de Verdun de 843 allait transformer en réalité permanente. Mais ce jugement sévère ignore quelque chose d'essentiel. Louis essaya genuinement de faire quelque chose de difficile et de nouveau. Il essaya de gouverner un empire immense non pas simplement par la force, comme son père l'avait fait, mais par la légitimité morale, par la réforme institutionnelle, par la création de règles et de procédures qui transcendraient la personnalité du souverain. Il échoua en grande partie. Mais il échoua en essayant de faire quelque chose que les hommes de son époque n'avaient pas encore les outils conceptuels et institutionnels pour réaliser complètement. Son père Charlemagne est entré dans la légende parce qu'il fit ce que les grands conquérants font. Il écrasa tout le monde et construisit un empire immense. Louis essaya de faire quelque chose de plus difficile et en fin de compte de plus nécessaire. Il essaya de transformer cet empire de conquête en quelque chose de stable, de juste, de gouverné par des règles plutôt que par la violence. Il n'y parvint pas, mais les idées qu'il mit en circulation, l'idée qu'un souverain est lié par des obligations morales, l'idée que l'Église a un droit de regard sur les actions du pouvoir temporel, l'idée que la succession dynastique doit être réglée par des procédures publiques plutôt que par la simple force, ces idées survécurent à son échec et nourrirent la pensée politique européenne pendant des siècles. Louis le Pieux mourut comme il avait vécu, dans la contradiction, dans la tension entre ses convictions et ses circonstances, entre ce qu'il voulait être et ce que son monde exigeait de lui. Il était sur une île dans le Rhin, malade, en campagne contre son propre fils, à 62 ans, après 26 ans d'un règne qui avait été à la fois une réforme réelle et une catastrophe progressive. Son dernier mot, selon une source, fut « or », en réponse à une vision ou un délire qui lui faisait voir quelque chose de menaçant. Quelque chose approchait, dans son dernier instant. Ce quelque chose était peut-être simplement la mort. Ce pouvait aussi être tout ce qu'il n'avait pas réussi à tenir à distance pendant toute sa vie, les guerres civiles, les trahisons, la fragmentation de tout ce qu'il aimait. Il n'était pas l'homme de la situation que son père avait créée. Mais il fut quelque chose de plus intéressant que ça. Il fut le premier homme à essayer de changer ce que cette situation exigeait. Et pour cela, il mérite mieux que le mépris condescendant avec lequel l'histoire l'a trop souvent traité.